Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Alors, pour la petite introduction, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre d'Infravenir qui rassemble les jeunes professionnels des infrastructures. Merci à chacun d'être présent aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir Annelise Debiève et Dinan Ranaï-Vossoa, respectivement manager et senior consultant au sein du cabinet de conseil H3P Financial Advisory. Le webinaire durera environ 1h20, structuré en deux parties. Une première intervention d'Annelise est suivie par celle de Dinan, puis une session de questions-réponses. Vous êtes nombreux à avoir rejoint le webinaire. On a un temps imparti. Il n'y aura pas de prise de parole à l'oral. Merci de garder vos micros fermés pendant toute la durée de la session. Vous pouvez toutefois poser vos questions à tout moment via le chat. Et si on ne peut pas répondre à des questions durant la session de Q&A à la fin, Annelise et Dinan pourront y répondre éventuellement par mail par la suite. Merci à tous et très bon webinaire. Bonjour à tous, Annelise Debiève, manager au sein du cabinet de conseil H3P depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Je l'ai rejoint en février 2014. Je suis experte en évaluation d'entreprise et appui à la transaction. Donc, je vais animer ce webinaire dédié à l'évaluation d'entreprise et aux particularités rencontrées sur le secteur des infrastructures avec Dinan, consultant senior dans l'équipe. Bonjour à tous, Dinan Ranaï-Vossoa, je suis consultant senior dans l'équipe H3P depuis 2022. Auparavant, j'ai été dans l'équipe M&A de Cassib et voilà, je suis très heureux d'animer cette présentation sur la Valo en infra. Donc en préambule, je vais vous présenter l'offre de service évaluation de notre cabinet. La première partie du webinaire sera ensuite consacrée aux grands principes et méthodologies usuellement retenues pour valoriser une entreprise. Je vous proposerai un point spécifique sur l'évaluation des infras. Je passerai ensuite la main à Dinan, qui vous présentera une étude de cas portant sur la mise en œuvre de l'évaluation de Energy Group, une société fictive spécialisée dans le développement, la construction et la maintenance de centrales électriques solaires et éoliennes en France. Donc, fondée en 2008, H3P propose des solutions sur mesure en matière d'évaluation, de fusion-acquisition, levée de fonds, restructuration et optimisation de la performance financière. Le cabinet, qui compte aujourd'hui environ 15 collaborateurs, a accompagné à date plus de 500 projets. L'offre de services s'articule autour de 4 briques. Le financement de projet, la modélisation financière et l'audit, la fusion-acquisition et l'évaluation et transaction services. Donc, notre offre évaluation est adaptée à toute entreprise qui est confrontée à des problématiques de valorisation, soit dans un contexte transactionnel, soit dans un contexte comptable ou réglementaire. Donc, on peut intervenir dans le contexte comptable pour mettre en œuvre, par exemple, les tests annuels de dépréciation d'actifs. On va accompagner le client pour déterminer le périmètre à tester et définir ce que l'on appelle les unités génératrices de trésorerie en conformité avec la norme IFRS IAS 36. On va ensuite mettre en œuvre les travaux de valorisation pour déterminer les valeurs d'utilité à comparer ensuite aux valeurs nettes comptables par UGT pour voir s'il y a nécessité de dépréciation ou pas. On peut également assister le client pour identifier et suivre les indices internes et externes de perte de valeur, ce qu'on appelle les trigger events. On peut également intervenir pour des exercices d'allocation du prix d'acquisition et de rationalisation du goodwill. Donc, il s'agit de la norme IFRS 3 révisée dans le cadre d'un regroupement d'entreprises. Donc, en amont, on va aider le client à anticiper les conséquences d'une acquisition en IFRS et tous les enjeux que cela entraîne en matière de communication financière. On va ensuite réaliser l'exercice d'affectation du prix d'acquisition, ce qui suppose une reconnaissance des actifs et passifs acquis, notamment les actifs incorporels. On peut également accompagner le client dans un contexte transactionnel. Dans ce cas, on va faire une valorisation d'entreprise en mettant en œuvre une approche de valorisation multicritère pour aboutir à une fourchette de valeur acceptable à la date de valorisation. On peut également mener des expertises indépendantes, des attestations d'équité, travailler sur du commissariat aux apports ou à la fusion.
Évidemment, dans toutes ces missions, on met en œuvre nos compétences en modélisation financière. Donc, je vous présente sur cette slide les experts en évaluation de l'équipe. Donc, nous sommes chapeautés par Jérémy Vlach. Je travaille dans l'équipe. Il y a également Dinan et Bakary Jebane. Je vous propose à présent de rentrer dans le vif du sujet. Donc, qui réalise des évaluations et dans quel contexte? Donc, ça peut être les investisseurs dans le cadre d'une transaction, les banques d'affaires dans le cadre de leur mandat, les sociétés et leurs commissaires aux comptes dans un contexte, on l'a vu, comptable ou réglementaire, IFRS 3, IAS 36 ou encore dans le cadre de la directive AIFM pour les gestionnaires de fonds alternatifs. Ça peut également être l'administration fiscale dans le cadre d'une transmission, d'une réorganisation pour valoriser des stocks options ou justifier un prix de transfert entre entités d'un même groupe. À quelle date? Il faut bien avoir en tête que la valeur d'une entreprise change en permanence. Pourquoi? En raison d'incidences intrinsèques à la société. Une société en croissance, en déclin ou cyclique va voir sa valeur évoluer. Et également en raison d'incidences exogènes, comme l'évolution des taux de marché ou encore l'environnement concurrentiel. Quelle méthode? Il faut savoir que l'approche multicritère, qui s'appuie sur plusieurs méthodes d'évaluation, est recommandée par les autorités boursières et l'administration fiscale. L'objectif étant d'aboutir à une fourchette de valeurs et non pas une valeur unique. Ensuite, la moyenne simple pondérée des résultats des différentes approches est discutable. Il est vraiment important de s'appuyer sur le jugement de l'évaluateur. Enfin, que demande une évaluation? Globalement, la compréhension du contexte, une sélection, on l'a vu, des méthodes les plus appropriées en fonction du contexte de l'exercice et du profil de la société. En amont, une analyse qualitative du plan d'affaires, du positionnement de la société sur son marché. Également une analyse financière, évidemment, des fondamentaux financiers, historiques et prospectifs. La modélisation. Et ensuite, évidemment, la conclusion sur la fourchette de valeur. Sur cette slide et la suivante, je vais vous présenter les principales approches méthodologiques. Tout d'abord, l'approche par les flux, donc on appelle l'approche discounted cash flow. Cette méthode consiste à calculer la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs en utilisant un taux d'actualisation approprié qui va prendre en compte la valeur temps de l'argent et les risques inhérents au flux. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle s'appuie sur les projections de flux propres à la société et donc permet vraiment de considérer ses caractéristiques financières et stratégiques intrinsèques. Dans les inconvénients, il y a principalement le fait que la valeur sera très dépendante de la réalisation ou non du plan d'affaires, du taux d'actualisation qui sera retenu et du calcul de la valeur terminale. On fera un point plus spécifique là-dessus ensuite. Dans quel contexte retenir cette approche? L'idéal, c'est pour des sociétés matures qui ont un plan d'affaires justement prévisible et fiable. Et sur le secteur des infras, c'est particulièrement adapté puisque les flux sont très généralement encadrés par des contrats dans le cadre de concessions, de délégations de services publics ou dans le cadre de contrats PPA sur le secteur des énergies. La seconde grande approche, c'est l'approche analogique qui comprend deux sous-méthodes, les comparables boursiers ou les transactions comparables. Pour les comparables boursiers, l'idée, c'est de retenir des multiples de valorisation issus de sociétés comparables cotées en bourse et de les appliquer aux agrégats de la société à valoriser. Pour les transactions comparables, l'approche est similaire et l'idée, là, sera de retenir des multiples issus de transactions récentes. Quand je dis récentes, c'est généralement dans les 6 derniers mois précédant la date de valorisation, transactions portant sur des entreprises qu'on va juger comparables à celles que l'on évalue. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle prend en compte la conjoncture, la situation du marché. C'est une approche globalement facile à mettre en place, peut-être un peu plus que l'approche DCF. Dans les moins, c'est une approche qui va moins prendre en compte le potentiel et les ressources intrinsèques de la société et qu'elle va dépendre énormément de la qualité et de la quantité d'informations disponibles. Pour le contexte d'application, ça va être très pertinent pour des sociétés dont les flux sont peut-être plus difficilement prédictibles ou qui évoluent dans un marché dynamique avec justement de nombreuses transactions récentes qui vont pouvoir être exploitées.
Une troisième approche, qu'on dit approche statique, c'est l'approche patrimoniale. Cette méthode vise à évaluer les actifs de l'entreprise et en soustraire la valeur de ses dettes pour obtenir finalement l'actif net comptable qu'on appelle la situation nette. La principale méthode, c'est celle que l'on appelle l'actif net réévalué, qui va consister à réévaluer les données patrimoniales de l'entreprise à la juste valeur. Donc, on va déterminer toutes les justes valeurs d'actifs et passifs en excluant les non-valeurs. C'est une approche comptable qui, si vous voulez, va donner une indication de la valeur de remplacement ou de la valeur de liquidation de la société. C'est une approche qui va quand même tirer la valeur plutôt vers le bas. Dans les moins, c'est une approche statique qui va finalement ignorer la capacité de génération de flux et les prévisions de croissance de la société. Quel contexte d'application? Donc on l'a vu, c'est pour finalement avoir une valeur un peu plancher de l'entreprise. C'est pertinent, par exemple, pour des sociétés en difficulté, dont l'activité pourrait être mise à l'arrêt et pour donner une indication de la valeur seuil. C'est valable également pour des holdings qui sont constitués d'entités indépendantes et diversifiées, qu'on va valoriser une à une, ou encore pour les fonds et fonds de fonds. Dernière approche à avoir en tête, c'est l'approche par les coûts. Plus précisément les coûts de remplacement. Cette méthode consiste à considérer que la valeur d'un actif, elle est égale à l'ensemble des coûts qui seraient engendrés par son remplacement par un actif similaire ou par sa reconstitution à l'identique. Donc là, l'idée, ça va être de reconstituer le prix de revient du bien en déduisant ensuite, le cas échéant, une dépréciation. À quel titre? Eh bien, au titre de l'usure physique ou de l'obsolescence fonctionnelle ou économique de la société. C'est une approche utile pour des actifs individuels et c'est une approche particulièrement pertinente sur un marché en évolution parce que cette approche va prendre en compte des facteurs comme l'inflation ou les variations de la valeur marchande. En revanche, il faut avoir en tête que c'est une approche qui peut être difficile à appliquer parce qu'il va falloir estimer justement tous ces coûts de remplacement, quantifier également la dépréciation qui va nécessiter généralement l'intervention de plusieurs experts et il va y avoir une grande dépendance aux données disponibles là encore. Pour quelle société ou pour quel actif? Donc, pertinent pour des actifs individuels, facilement remplaçables, comme par exemple des équipements, ou pour des actifs qui ne vont pas générer de revenus, comme des œuvres d'art, pour le capital humain également, qui est un actif incorporel, pour des startups, quand le plan d'affaires est difficilement est difficile à établir, ou sur le secteur des infrastructures pour tout ce qui est actif ou SPV en construction. Par exemple, pour valoriser des parcs éoliens qui sont équipés de machines de X mégawatts, on va pouvoir retenir le coût moyen d'installation observé sur des projets récents de capacité équivalente en euros du mégawatt. Par exemple, sur un de nos dossiers récents, on a retenu, dossier récent en date de ce mois, de mai 2025, on a retenu 1,5 million d'euros du mégawatt pour des parcs éoliens équipés de machines de 2 mégawatts et une donnée un peu inférieure à 1,12 million d'euros du mégawatt pour des machines entre 4 et 5 mégawatts de capacité. Ces données sont généralement fournies par des bureaux d'études, experts techniques en énergie renouvelable sur des opérations. Ensuite, nous allons à présent aborder les notions et définitions clés à avoir en tête pour mener une évaluation. Alors, tout d'abord, il ne faut pas confondre prix et valeur. Le prix, c'est une donnée objective qui est issue de négociations entre deux parties, tandis que la valeur est une opinion subjective qui pourra être établie par l'évaluateur. Donc, la définition usuelle retenue par les évaluateurs de la valeur de marché, c'est la valeur proche du prix auquel la société changerait de main sans qu'aucune contrainte d'aucune sorte ne pèse sur le vendeur ni l'acheteur, ces derniers ayant pleine connaissance de toutes les informations pertinentes dans le cadre de la transaction. Donc, c'est une définition qui est fournie par différents organismes comme aux États-Unis l'IRS ou encore l'ASA, l'American Society of Appraisers,
Vous avez également la norme IFRS 13, évaluation de la juste valeur, qui fournit une définition de cette fair market value, ou encore, par exemple, l'IPEV, qui est un organisme de référence qui fournit les best practices en matière d'évaluation sur le secteur du private equity. Sur cette slide, je vous présente une hiérarchie dans la notion de valeur, parce que donc, la valeur n'est pas unique. Comme vous le voyez sur la gauche, on peut parler de valeur minoritaire, liquide ou non liquide, ensuite vous avez au-dessus la valeur de majorité, voire même la valeur synergique. Donc il existe différentes notions de valeur d'une société qui peuvent être d'ailleurs à l'origine de nombreux débats parmi les experts en évaluation. En pratique, pour passer d'une valeur à l'autre, on va appliquer des décotes ou primes, et elles sont définies comme des variables d'ajustement, des valeurs d'entreprise qui vont être justement mesurées par l'application des méthodes standards d'évaluation, ou elles peuvent être définies comme une contribution à la justification de l'écart entre la valeur d'entreprise et son prix de vente, qui peut être supérieur car incorporer une prime de contrôle. Donc pour appliquer ces primes ou décotes, il est nécessaire de partir d'une valeur de référence, comme vous le voyez sur la droite de la slide. Cette valeur de référence, elle est généralement dérivée d'une analyse intrinsèque de la société. Pour une société cotée, il est d'usage d'admettre qu'il s'agit de sa capitalisation boursière, qui doit normalement être proche de la valeur issue d'une approche DCF, dans la mesure où son plan d'affaires est partagé avec le marché, ce qui est connu par celui-ci. Et pour une société non cotée, la valeur de référence peut s'apprécier sur la base d'une analyse multicritère. Et ensuite, au-dessus, comme vous le voyez en haut de la slide, vous avez la valeur d'opportunité, qui est la valeur pour un opérateur spécifique, qui est dérivée de la valeur de marché à laquelle sont ajoutées les attentes d'un investisseur en particulier, qui va espérer attendre des synergies opérationnelles et financières. Donc celles-ci vont représenter le supplément de valeur que cet investisseur attend de son investissement dans l'entreprise. On l'a vu sur la slide précédente, vous avez la notion de valeur minoritaire ou majoritaire. Au sein d'une société cotée, la valeur pour le minoritaire est égale à celle pour le majoritaire, parce que le corpus juridique en vigueur assure en théorie l'égalité de traitement entre actionnaires minoritaires et majoritaires. Au sein d'une société non cotée, en revanche, vous allez pouvoir appliquer une décote de minorité qui traduit, si vous voulez, l'absence de contrôle dans la société. Donc, je définis à présent la prime de contrôle. Cette prime va refléter les avantages d'être dans une situation de contrôle. Elle peut prendre une forme juridique. Donc, quand on parle de contrôle, on parle du contrôle, par exemple, du conseil d'administration ou au sein de l'Assemblée générale, ou elle peut prendre une forme plus opérationnelle, comme une capacité à contrôler les ressources de l'entreprise. Les avantages pour le contrôlant peuvent être de nature pécuniaire, donc influence sur les salaires, les primes, différents avantages au sein de l'entreprise, ou non pécuniaire, donc davantage d'informations disponibles pour le contrôlant. Au sein de cette prime de contrôle, vous avez aussi la notion de prime stratégique, qui va être la différence entre les multiples payés par des acquéreurs stratégiques versus des investisseurs financiers lambda. C'est une prime qui est généralement applicable sur la valeur, donc on a dit de référence, qui est la valeur intrinsèque, dérivée du DCF par exemple, ou des multiples boursiers. Pour estimer cette prime, l'analyse de transactions récentes réalisées sur des sociétés cotées est généralement un bon indicateur de cette prime telle que valorisée par le marché, parce qu'elle permet de déterminer la prime moyenne observée sur le cours de bourse, en retenant des cours non perturbés par des éléments spéculatifs. Ensuite, la décote de minorité. Donc cette décote, elle va être généralement appliquée sur les valeurs issues des multiples de transactions qui incorporent généralement cette notion de prime de contrôle et pour finalement l'annuler. Donc la décote, c'est 1 sur 1 plus la prime. Elle est généralement justifiée dans la littérature financière par les inconvénients inhérents à l'absence de pouvoir, comme la difficulté d'influer sur la politique de distribution des dividendes, une impossibilité d'agir sur la stratégie, de modifier l'équipe dirigeante,
et une moindre connaissance finalement pour le minoritaire du fonctionnement de la situation de l'entreprise. Vous avez également la décote de liquidité. Il faut bien avoir en tête que le fait d'avoir de la liquidité incorpore une notion de valeur, parce que ça permet de convertir immédiatement un actif en cash sans perdre de temps. Donc cette décote correspond à un ajustement à la baisse de la valeur des titres d'une société pour prendre en compte l'absence de liquidité de ces titres. Les décotes de minorité et de liquidité sont distinctes et doivent s'appliquer successivement. Ensuite, donc, dans le dernier encart, j'ai présenté d'autres décotes à avoir en tête, comme par exemple la décote de taille ou une décote de personnes clés pour traduire la dépendance vis-à-vis, par exemple, de chercheurs, de dirigeants, de commerciaux clés dans les résultats de l'entreprise, la décote de holding ou encore la décote de conglomérat pour refléter la non-complémentarité des différents métiers. Ensuite, donc, en amont de la mise en œuvre de la valorisation, il est important de réaliser une analyse financière et parfois des retraitements financiers pour identifier donc les ajustements nécessaires sur les agrégats financiers de l'entreprise qui serviront de base à l'évaluation. Donc, retraitement des éléments, par exemple, non récurrents, exceptionnels ou non opérationnels. Donc, j'ai indiqué ici quelques annexes d'analyse. Donc, il va falloir réaliser une revue analytique des performances passées de l'entreprise, comparée à celles de ses principaux concurrents. Faire une analyse également du plan d'affaires pour apprécier la vraisemblance des hypothèses qui auront été retenues et la cohérence globale financière. Et réaliser également des exercices de simulation pour mesurer la sensibilité des résultats de l'entreprise à la modification de certaines variables clés que l'on aura pu identifier. Donc, les retraitements peuvent être réalisés à différents niveaux. Tout d'abord, au niveau du compte de résultat de la société à évaluer. Donc, on va essayer de retraiter les éléments non récurrents exceptionnels, comme par exemple les gains et pertes sur cession d'actifs, et d'éventuels coûts de restructuration, éléments de litige. Au niveau des éléments non opérationnels, vous pouvez avoir par exemple les produits et charges provenant d'actifs non opérationnels. Il faut jeter un œil également à tout ce qui est éléments intercompagnie pour s'assurer par exemple que les prix de transfert sont bien un prix de marché. Au niveau du bilan, il va falloir regarder si des engagements hors bilan sont là, par exemple des engagements de crédit bail, de garantie, des engagements pris en matière de pension ou d'affacturage. Pour les actifs non opérationnels, je pense par exemple au portefeuille d'investissement non stratégique, surplus cash. Il va falloir regarder également tout ce qui est financement intercompagnie. Est-ce qu'il y a des conventions de trésorerie, du cash pooling dans la société évaluée? Regarder éventuellement les éléments de provision. Il faudra également réfléchir aux ajustements de dette financière nette et de BFR. Donc, en se disant, à la date d'évaluation, est-ce que le niveau de BFR est bien représentatif de mon activité, ce qui est bien normatif, parce que vous pouvez avoir des distorsions de BFR provenant, par exemple, d'effets de saisonnalité, d'opérations non récurrentes. Il peut y avoir du window dressing mis en place ou d'autres effets comme des paiements en retard, des encaissements en avance, etc. Le niveau de BFR à la date d'évaluation influent ensuite directement le niveau de dette financière nette. Ensuite, lorsque l'on mettra en œuvre les approches de valorisation, analogiques ou intrinsèques, pour l'analogique, il faudra bien avoir en tête d'éliminer les différences dans les méthodes comptables qui auront été mises en place entre la société et l'échantillon de comparables pour l'établissement, pour la réalisation par exemple de l'EBITDA et de l'EBIT. Et au sein de l'approche intrinsèque, s'assurer encore une fois de la cohérence des hypothèses retenues dans le BP. Alors, avant de vous présenter plus en détail les approches de valorisation analogique et intrinsèque, je voulais revenir sur la structure économique de l'entreprise pour bien comprendre le passage entre la valeur d'entreprise et la valeur société, c'est-à-dire la valeur des titres. Donc, comme vous le voyez, à l'actif, vous avez globalement les immobilisations et le BFR, et au passif, les capitaux propres, les éventuels intérêts minoritaires, provisions pour risques et charges et la dette financière nette. Donc, sur la gauche,
de l'actif économique, vous dérivez donc la valeur de marché de l'actif, qui est finalement la valeur pour l'ensemble des pourvoyeurs de fonds de l'entreprise, c'est-à-dire les actionnaires et les prêteurs. Et donc, lorsque vous obtenez cette valeur d'entreprise, si vous soustrayez la dette financière nette, les provisions et intérêts minoritaires, vous obtenez donc la valeur dite société, qui est la valeur de marché des capitaux propres. Alors, passons maintenant à l'approche analogique. Donc, cette approche est fondée, on l'a dit, sur l'hypothèse que des sociétés présentes sur un même secteur sont valorisées de manière comparable par le marché. Donc, il va falloir analyser des multiples sur la base d'un échantillon de sociétés comparables, qu'elles soient cotées, on parle de multiples boursiers, ou non cotées, on parle de multiples de transactions. Donc, pour les comparables boursiers, c'est une approche particulièrement appropriée pour des sociétés établies qui dégagent des revenus ou des résultats continus et considérés comme durables. Donc, c'est une approche qu'on dit directe. Les limites, ça va être les différences de règles comptables, le degré de comparabilité et la disponibilité d'informations fiables. Pour les transactions comparables, la logique va être similaire. Donc, l'idée, c'est d'analyser des transactions récentes dans l'année qui précède ou les 6 mois qui précèdent la date d'évaluation. À avoir tout de même en tête que ces transactions vont refléter souvent une forte application stratégique, que des informations financières fiables peuvent être difficiles à obtenir pour des entreprises privées, que les conditions de marché changeant rapidement, les transactions ne sont plus représentatives à partir d'un certain temps. Il va souvent être difficile de connaître les détails précis d'une transaction et les motivations et conditions de réalisation de celle-ci. Et vous pouvez avoir différents impacts, des questions par exemple de réputation, telles que les facteurs ESG et autres. Les bases de données que l'on utilise ici chez H3P qui sont usuellement retenues, ça va être par exemple Merger Market ou encore Capital IQ. J'ai voulu ici vous détailler l'ensemble des critères de sélection des entreprises comparables. Donc, ça va être le secteur d'activité, les perspectives de croissance, la structure financière, la répartition géographique de l'activité, la rentabilité économique, ou encore la rotation du capital, le mode d'exploitation, la typologie de clientèle, la taille et la liquidité. Alors ça, évidemment, c'est dans un monde idéal, et l'exigence de convergence sur tous ces paramètres est évidemment une faiblesse de cette approche. Donc, vous voyez ici la formule à appliquer pour retenir les multiples. Donc, en haut du slide, les multiples des sociétés comparables que l'on va appliquer à l'agrégat financier retenu de la société pour dériver la valeur d'entreprise, si on a retenu un multiple de valeur d'entreprise. Et ensuite, pour passer à la valeur société, donc la valeur des titres, vous ferez valeur d'entreprise moins la dette financière nette à la date d'évaluation que vous aurez calculée. Donc, j'ai voulu présenter quelques multiples de valeur d'entreprise et multiples de valeur société. Donc, vous avez par exemple le multiple de chiffre d'affaires, bien sûr, à utiliser avec prudence parce qu'il ne va pas prendre en compte la rentabilité de la société. Donc, il peut être mis en œuvre pour une société, par exemple, qui va dégager des pertes de manière temporaire. Et ce multiple permet finalement d'évaluer une part de marché et ou une valeur stratégique. Vous avez également le multiple d'EBITDA, qui permet d'annuler l'impact des politiques d'amortissement divergentes, contrairement au multiple d'EBIT. Donc, il va être inadapté si vous avez justement des écarts importants d'intensité capitalistique et il ne tient pas compte des différences liées au taux d'impôt. Dans le multiple de valeur société, le multiple de référence, c'est le PER, donc Price to Earning Ratio, qui idéalement doit se calculer sur la base d'un résultat net part du groupe retraité des éléments non récurrents et d'un impôt normalisé. C'est un multiple qui évidemment est affecté par le niveau d'endettement financier et le taux d'impôt applicable à la société, et donc qui va être finalement un peu limité par le poids des choix comptables dans la détermination du résultat net. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur le choix des multiples, pour toute société qui dégage des bénéfices réguliers et durables, un multiple de résultat va être le plus approprié. On va retenir très couramment le VE sur EBITDA. Pour des sociétés en opération,
qui n'ont pas encore un niveau de rentabilité véritablement établi, un multiple de revenus et d'avantages recommandés. Et cette approche peut être retenue pour des sociétés également avec des résultats négatifs lorsque les pertes sont considérées comme temporaires et qu'il est possible de déterminer malgré tout un niveau de profitabilité normalisé sur le plus long terme. À avoir en tête, quand on travaille sur les multiples, l'impact du manque de liquidité entre les titres de la société évaluée et celles des actions des sociétés cotées de l'échantillon qu'on aura établi. Parce que là encore, bien se souvenir qu'il y a un risque accru associé à une liquidité moindre. Donc il va falloir décoter les multiples si on évalue une société privée. J'ai ensuite indiqué en bas de slide d'autres motifs d'ajustement des multiples. Donc la taille et la diversité des entités, le taux de croissance des résultats lorsqu'ils diffèrent, la dépendance à l'égard d'un petit nombre d'employés clés, la diversité des gammes de produits et la diversité et la qualité de la clientèle également, le niveau d'emprunt ou toute autre raison qu'on aura identifiée pour laquelle la qualité des résultats peut différer. Ensuite, l'établissement de benchmarks sectoriels à partir de notes de broker est recommandé dans le cadre de la mise en œuvre de cette approche par multiples. Ils vont finalement servir un petit peu de sanity check pour apporter une source de confort supplémentaire sur la valorisation que l'on aura obtenue. Certains secteurs disposent de critères d'évaluation spécifiques, par exemple les télécoms, les services financiers, les technologies de l'information et également le secteur des infrastructures, sur lequel on va pouvoir retenir par exemple un multiple de prix du mégawatt. Pour revenir sur notre exemple passé, par exemple pour valoriser des parcs éoliens en fonction de la capacité installée. Pour les secteurs où les contrats long terme sont une caractéristique essentielle, donc secteur des infras, l'utilisation de multiples de revenus comme référence d'évaluation est usuelle. Cette pratique repose sur l'hypothèse que les investisseurs sont prêts à payer pour le chiffre d'affaires dégagé ou une part de marché, et finalement que la rentabilité normale des entreprises du secteur ne varie pas beaucoup. Donc, en synthèse pour les comparables, boursiers, comme vous voyez sur le tableau, et transactions, sur la base de multiples prospectifs pour l'approche par les boursiers versus historique, forcément, pour les multiples de transactions. On dérive une valeur de minoritaire sur l'approche boursier versus on appréhende les choses d'un point de vue d'un actionnaire majoritaire pour les transactions, et ensuite réfléchir aux primes des cotes à appliquer. Je vous propose à présent de passer à l'approche intrinsèque. Donc, cette approche valorise finalement les actifs d'exploitation de la société à base de ses performances futures actualisées à la date d'évaluation. Donc, la valeur de l'actif, c'est la valeur des bénéfices futurs pour le propriétaire. Pour mettre en œuvre cette approche DCF, il va falloir donc, être bien sûr de nous sur le plan d'affaires, donc déterminer sur cette base les flux de trésorerie disponibles, calculer le taux d'actualisation approprié et ensuite réfléchir à la valeur terminale. Donc, le calcul déjà du taux d'actualisation. Donc, le MEDAF, c'est-à-dire c'est un modèle financier qui fournit une estimation du taux de rentabilité attendu par le marché pour un actif financier en fonction de son risque systématique. Donc, le coût du capital représente le taux de rendement requis des apporteurs de capitaux au sein de l'entreprise. Ce coût du capital est défini par le marché, va varier avec le temps, même pour un investissement identique, incorpore l'inflation et doit être ajusté en fonction du risque spécifique de l'actif évalué. Donc, je vous ai présenté ici la formule du MEDAF, donc, sur lequel s'appuient les évaluateurs pour définir le coût du capital. Donc, c'est la somme du taux d'intérêt sans risque, plus le bêta, qui est le coefficient de corrélation entre une action et le marché, qui va finalement mesurer le risque non diversifiable de l'actif, multiplié par la prime de risque du marché,
plus une éventuelle prime de risque spécifique au titre de la taille, de la liquidité ou d'autres facteurs de risque, comme on l'a vu. J'ai présenté ensuite les hypothèses sous-jacentes du MEDAF, qu'on ne va pas forcément dérouler ici. Donc ensuite, pour calculer le WACC, donc le coût moyen pondéré du capital, on va s'appuyer sur 3 formules. La formule du MEDAF, on vient de le voir, la formule de Hamada, qui permet d'endetter, désendetter le bêta, parce qu'au sein de la formule du MEDAF, l'idée c'est de s'appuyer sur le bêta endetté de la société cible. Donc avant cela, il faut désendetter les bêtas de l'échantillon de sociétés comparables que l'on aura retenu pour définir le bêta. Et une fois que l'on aura désendetté ces bêtas, on va les réendetter à partir de la structure financière propre de la société évaluée. Et ensuite, vous voyez la formule du WACC, donc du CMPC, qui correspond au taux de rentabilité annuel moyen attendu par les actionnaires et les créanciers de la société en retour de leur investissement. Donc, il correspond à la somme des coûts pondérés des fonds propres et de la dette. Ensuite, je vous propose de rentrer dans le détail de la détermination des différents paramètres du coût du capital. Donc, vous avez, on l'a dit, le taux sans risque. Il est généralement appréhendé à partir des taux d'intérêt sur les emprunts d'État, donc en France, sur la base des OAT, en retenant une moyenne généralement 1, 3, 6 mois à la date de valorisation et en s'appuyant sur un horizon long terme. Donc, on va retenir les OAT 10, 20 ou 30 ans. L'idée étant d'être en lien finalement avec l'horizon des projections. En France, aujourd'hui, on retient entre 3 et 3,5% dans nos dossiers. Ensuite, le bêta, donc, qui mesure la volatilité spécifique du titre par rapport à la volatilité de l'ensemble du marché, correspond au rapport entre la covariance de la rentabilité de l'actif et de la rentabilité du marché sur la variance de la rentabilité du marché. Donc, avoir en tête que le bêta du marché est à 1. Si vous êtes au-dessus pour votre société, c'est que vous avez une société dont l'activité est jugée plus risquée que le marché dans son ensemble, et inférieure à 1, eh bien, une société finalement jugée stable et moins risquée que le marché dans son ensemble. J'ai repris ici la formule donc, de Hamada, qui permet de passer du bêta endetté au bêta désendetté, avoir en tête qu'il faut bien prendre en compte l'effet de l'impôt. Ensuite, la prime de risque du marché, qui est la prime que les investisseurs exigent par rapport à un investissement sans risque. Donc, il faut savoir qu'il y a débat sur le choix de cette prime qui peut être historique ou prospective. Donc, une prime ex post historique peut être établie à partir de la collecte des rendements passés des actions cotées et l'agrégation permettant ensuite d'établir les rendements du marché dans son ensemble. Et par différence entre ces derniers et ceux des emprunts d'État, vous allez pouvoir dériver une prime moyenne historique. Et une prime prospective, donc ex ante, peut être, elle, calculée en fonction des cours des actions à un instant T et des anticipations de dividendes sur une période donnée. Donc, il y a différentes sources d'analyse qui existent, Ibbotson, Bloomberg, faire des benchmarks à partir de consensus d'analystes financiers. À avoir en tête que sur le marché de l'évaluation, la prime de risque prospective est généralement privilégiée parce qu'elle ouvre une fenêtre sur la rentabilité future. Pour la France aujourd'hui, chez H3P, on retient entre 5,5 et 6%. Donc ce consensus a été réalisé sur la base d'un benchmark des primes de risque de marché retenues par les brokers dans leur rapport d'analyse, cela pour un échantillon large de sociétés françaises cotées en bourse. Ensuite, le dernier élément du coût du capital, ça va être la prime de risque spécifique. J'ai voulu ici faire un focus sur, par exemple, la prime de taille. Donc, l'idée ici va être de mesurer finalement la prime entre la société que l'on évalue et versus la taille de l'échantillon de sociétés comparables que l'on aura retenu pour le calcul du bêta. On s'appuie généralement pour calculer cette prime sur la table Ibbotson que vous voyez à gauche de la slide, qui classifie par fourchette de capitalisation boursière les sociétés dans des déciles entre 1 et 10. Si pour notre évaluation, nous avons établi un échantillon de sociétés comparables, dont par exemple la capitalisation boursière globale est à 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars, pardon, excusez-moi, comme vous le voyez sur le tableau central,
Ce 1 milliard de capitalisation boursière tombe dans le décile 8. Si la société que l'on évalue est de plus petite taille et se trouve dans le décile 10, vous allez prendre les primes de taille correspondantes. Pour donc, le décile 8, on est à 2,20 et pour le décile 10, on est à 5,82. Et par différence, la prime que l'on va retenir est à 3,62. Voilà, c'est une approche qu'on va retenir pour mesurer la prime de taille. J'ai ensuite listé d'autres primes de risque spécifiques. On l'avait déjà dit, la liquidité, la concentration client ou fournisseur, le risque de personnes clés, toutes les problématiques de management, les différences de structure financière, la sensibilité au cycle industriel aussi, les réglementations en vigueur sur le secteur qu'on évalue, etc. Ensuite, notre valorisation DCF donc, s'appuie sur des flux futurs. Si on fait une approche de valorisation au coût du capital, on va s'appuyer sur des flux trésorerie disponibles après levier financier, pour dériver directement la valeur des titres. Si on réalise une valorisation sur la base de flux trésorerie disponibles opérationnels, donc avant impact de la structure financière, Excuse-moi, Alice, je crois que ton micro il est coupé. C'est sans mute. On a perdu le son, oui. Le micro est coupé. Non, c'est le micro, Annelise. Le micro sur Teams qui est affiché comme éteint. est-ce que c'est bon à présent à nouveau? C'est bon. Parfait. Donc, les flux de trésorerie disponibles opérationnels, c'est le résultat d'exploitation moins l'impact impôt, éventuelle participation, éventuel élément exceptionnel, pour donner le résultat d'exploitation avant impôt, plus les amortissements, moins les investissements, moins la variation de BFR, et ça vous donne votre flux de trésorerie disponible que l'on va actualiser. Si on utilise le coût du capital, on va prendre en compte les éléments financiers. Donc, vous le voyez sur la droite, résultat d'exploitation, plus résultat financier, moins tous les autres éléments pour donner un résultat d'exploitation après impôt, plus amortissement, moins investissement, moins variation de BFR, et plus ou moins la variation de l'endettement financier moyen long terme, pour donner votre flux de trésorerie net. Des éléments à avoir en tête au sujet de la fiscalité. L'impôt que l'on doit retenir doit être déterminé de façon normative sur la base du taux structurel applicable à la société. Les reports déficitaires doivent faire l'objet d'une évaluation séparée, donc ne pas oublier tout ce qui est stock de déficit reportable à la date de valorisation. Également, attention aux actifs hors exploitation qui vont devoir faire l'objet d'ajustement des résultats. Donc tout ce qui est actif et passif qui ne concourt pas au flux annuel ou dont la survenance est postérieure à l'horizon des prévisions, il faudra faire une évaluation séparée, et la valeur étant ajoutée ou retranchée à celle de l'actualisation des flux. Si intérêt minoritaire il y a, ils doivent être évalués séparément. Pour finir, je vous propose un focus sur la valeur terminale ou résiduelle qui finalement représente la valeur de l'activité à l'issue de la période des projections et qui doit être actualisée et ajoutée à la valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles pour obtenir la valeur de l'entreprise. C'est une notion très importante parce que cette valeur terminale constitue généralement plus de 70% de la valeur de l'actif évalué, notamment pour les business plans à horizon limité et les sociétés, par exemple, en retournement. Deux approches d'estimation de cette valeur terminale existent, soit le multiple de sortie, on va par exemple s'appuyer sur un multiple d'EBITDA ou autre indicateur pertinent, soit la seconde approche est celle de la valeur perpétuelle, donc avec l'idée que la valeur de l'activité sera déterminée, donc à l'issue des projections, sera déterminée sur la base d'une croissance perpétuelle, donc à l'infini des flux, à la fin de la période de projection, et on s'appuiera dans ce cas sur la formule de Gordon-Shapiro, que vous voyez ici. Il dit que la valeur terminale, c'est le cash flow normatif augmenté de l'inflation, donc fois 1 plus G, G étant le taux de croissance à l'infini, divisé par le taux d'actualisation moins G. Comment estime-t-on le cash flow normatif?
Il faut normaliser les excédents d'amortissement, donc avoir une égalisation amortissement-capex. Faire des hypothèses sur l'effet BFR, donc retenir par exemple un ratio BFR sur chiffre d'affaires moyen observé sur le plan d'affaires pour le répliquer sur le cash flow normatif. Annuler tout élément exceptionnel, faire un lissage des effets de cycle par exemple. Pour le taux de croissance à l'infini, une approche usuelle est de retenir l'inflation long terme. Donc pour les marchés matures, on est généralement entre 1 et 3%. Donc en conclusion, sur cette approche DCF, la valeur sera la somme des flux futurs actualisés et de la valeur terminale, elle également actualisée. Voilà. Donc en synthèse, l'évaluation, on l'a vu, n'est pas une science exacte. L'analyse stratégique et financière est déterminante et l'objectif sera ensuite de déterminer une fourchette de valeur respectable. Avant de passer la main à Dinan, je vais vous proposer maintenant un point méthodologique sur le secteur des infrastructures et mettre en avant les spécificités. Donc, concernant le choix des méthodes, il est recouru fréquemment à la méthode d'actualisation des dividendes qu'on appelle le dividend discount model ou à la méthode DCF et plus rarement aux multiples comparables. La méthode DDM est souvent retenue comme méthode principale parce qu'elle suppose que l'investisseur recherche principalement le revenu de l'action, ce qui est adapté à l'horizon prédéterminé des concessions, par exemple, pour les infrastructures en concession. Et une raison pratique, c'est la bonne visibilité des flux de trésorerie futurs sur ce type d'actifs souvent contractualisés. Donc pour l'approche DDM, pour la détermination des flux. Si les flux de trésorerie sont prévisibles, le niveau de la distribution des résultats suppose quand même des hypothèses. Donc on va s'appuyer sur des hypothèses, sur des objectifs de pourcentage de distribution du résultat, soit indiqués par la société ou l'actionnaire principal, soit l'évaluateur devra formuler des hypothèses. Il faudra aussi s'assurer de la cohérence des prévisions de ces distributions et de leur calendrier avec les plans d'investissement qui sont souvent très lourds et inégalement répartis dans le temps sur le secteur des infras. Pour ensuite la fin de période des prévisions, il faudra inclure la valeur nette comptable résiduelle des actifs qui demeurent au concessionnaire, par exemple, ou des investissements qui auront été faits lors des dernières années de la concession et qui seront remboursés au concessionnaire selon les règles du contrat de concession en place. Le cas échéant, des incertitudes peuvent apparaître si les remboursements prévus ne sont pas définis précisément au contrat. Enfin, donc, au sein de cette approche DDM, il faudra réfléchir évidemment au taux d'actualisation. Donc, ce sera le coût des fonds propres qui sera retenu. Et deux principales difficultés se présentent sur le secteur des infrastructures. Tout d'abord, l'évolution de la structure financière au fil du temps et qui est généralement caractérisée par un poids de la dette important. Les infrastructures sont des activités, on le sait tous, très capitalistiques. La construction, si elle se situe en début d'activité, suppose un endettement lourd qui sera remboursé par les revenus pendant la période ensuite d'exploitation ou de concession. Un exemple marquant est celui des sociétés concessionnaires des autoroutes en France qui ont construit leur propre réseau, dont elles perdront ensuite la propriété en fin de concession et qui amortissent leurs dettes par les péages. Les sociétés concessionnaires d'autoroutes aussi sont confrontées à de lourds investissements périodiques pour, par exemple, la construction de nouveaux terminaux ou de nouvelles pistes. Et donc, la présence de cette dette initiale élevée et les lourds investissements ultérieurs à des périodicités irrégulières conduit à des modifications profondes de la structure d'endettement et cela influe sur le niveau du risque spécifique. Donc, pour faire face à ces éléments, deux approches sont préconisées, soit retenir un taux glissant dans le temps, on parle de rolling WACC, soit utiliser des taux différents, donc des taux évolutifs suivant les grandes périodes caractéristiques de transformation de la structure financière. Il faut aussi avoir en tête l'existence de taux de référence externes. Par exemple, le coût des fonds propres retenus par les autorités de régulation des secteurs concernés dans le cadre de contrats généralement pluriannuels avec les concessionnaires, donc la CRE par exemple. Et évidemment, avoir en tête le TRI, donc taux de rendement interne qui va être attendu par les investisseurs en fonds propres
dans les infrastructures concernées. Voilà pour la partie méthodologique. Je vais à présent passer la main à Dinan pour le cas pratique. Merci Annelise pour cette présentation. Donc là, dans cette deuxième partie de cette formation, le but du jeu, ça va être de faire une étude de cas. Cette étude de cas, elle est fondée sur un cas réel en fait, qu'on a vu chez H3P dans le cadre de l'une de nos missions. Là, on a évidemment anonymisé le client et mis des chiffres qui sont pas les bons exprès pour des raisons évidentes. Et je vous propose du coup de commencer par une petite présentation de ce cas pratique. Donc là, on va parler d'une plateforme de développement d'énergie renouvelable. On l'a appelée Energy Group. Donc c'est une plateforme qui est à l'origine française, qui fait du coup 50% de son chiffre d'affaires en France, mais qui a cherché à se développer en Europe sur divers pays. Donc là, vous le voyez à droite, dans le pie chart à droite, elle est également présente en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. C'est une plateforme du coup qui est présente sur toute la chaîne de valeur de développement de projets d'énergie renouvelable, donc du développement à la construction, à l'exploitation et à la maintenance. Là, actuellement, dans cette plateforme d'énergie renouvelable, on a 40 projets en développement, 5 projets en construction et 8 projets en exploitation. 8 projets en exploitation, c'est-à-dire des projets qui tournent déjà et qui commencent à générer du revenu via la vente d'électricité. Donc, dans ces 8 projets en exploitation, on a 6 projets éoliens et 2 projets solaires. Par simplification, on s'est dit qu'une SPV égale un projet. Ensuite, en dessous, dans cette slide, vous voyez l'organigramme. C'est un organigramme qui est assez classique en infra sur les plateformes de développement d'énergie renouvelable. Vous avez en haut une holding dans laquelle vous allez avoir les investisseurs, par exemple des fonds qui vont investir directement dans cette holding. Ici, elle s'appelle Energy Group. Vous avez des entités opérationnelles qui ont des métiers, par exemple pour énergie, études et installations, c'est un bureau d'études. Donc, un bureau d'études, il fait des activités de design et de services d'installation, par exemple pour les toitures de panneaux solaires. Vous avez énergie développement qui fait des études de faisabilité, qui fait de la prospection commerciale et qui va regarder un peu quels sont les projets à identifier et qu'on peut faire. Et vous avez énergie exploitation qui s'occupe du coup de la construction, de l'exploitation et de la maintenance des projets. Ensuite, vous avez juste en dessous les SPV qui sont détenus. Ici, pour l'exemple, on a mis entre 30 et 100% directement par la holding au-dessus. Et c'est dans ces SPV directement que sont logés les projets. Donc, par exemple, les 8 projets en exploitation sont logés dans les SPV. Et les 40 projets et 5 projets en construction sont aussi logés dans ces SPV. Donc, avant de passer à la suite, le but de cette présentation, c'est vraiment que vous sortiez avec des outils pour analyser et valoriser une plateforme d'énergie renouvelable. Donc, la méthode qu'on a retenue pour valoriser une plateforme d'énergie renouvelable, c'est la sum of the parts. Et pour faire une sum of the parts, sum of the parts, c'est-à-dire somme des parties en français, il y a plusieurs prérequis à avoir. Les 3 prérequis que j'ai notés, c'est, bon, on va en parler tout de suite, c'est l'analyse et le retraitement des flux intragroupes. Le deuxième prérequis, c'est la prise en compte des différents stades d'avancement, parce qu'en fait, en Project Finance, vous avez différents stades d'avancement, développement, construction, exploitation, etc. Et puis tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une sum of the parts, donc une somme des parties en français, comment on la construit et quelles sont les spécificités. Donc, si ça vous va, je vous propose de passer au premier prérequis. Le premier prérequis, c'est comprendre quels sont les flux internes intragroupes, si vous voulez, dans ce genre de projet qui est assez classique en infra. Donc, on va passer sur le chart à droite, de bas en haut. On a, dans un premier temps, des flux externes. Donc, la société, elle génère de l'argent via des flux externes. Donc, les SPV, elles vont être en charge. Donc, on a dit, hein, c'est des projets éoliens ou solaires. Les SPV vont être en charge de vendre de l'électricité via des PPA, soit à EDF, soit à des acheteurs tiers. Donc, c'est la première source de revenus. Ensuite, on a à droite énergie, études et installations qui, pour rappel, est le bureau d'études.
va percevoir des commissions d'études via des clients externes parce qu'elle peut effectivement effectuer son activité de bureau d'études pour des clients externes et également pour les SPV. Et à gauche, vous avez énergie d'exploitation qui du coup construit, exploite et maintient pour les SPV, mais également pour des clients externes. Donc il y a également des revenus externes. Donc là, vous voyez, on a vu tous les flux externes qui pouvaient rentrer dans le groupe Energy Group. Maintenant, il y a aussi des flux internes. Les trois holdings, les trois entités opérationnelles que vous voyez, donc énergie exploitation, énergie développement, énergie études et installation, elles font leurs activités du coup de bureau d'études, d'exploitation, etc. pour les SPV également. Donc les SPV vont devoir payer à ces entités opérationnelles des commissions. Donc par exemple des commissions, là on l'a appelé ONM et EPC pour énergie exploitation, commission de développement pour énergie développement et commission d'études pour énergie études et installation. De manière assez classique, dans les projets qu'on a vus, la holding de tête, ici qu'on a appelé Energy Group, elle facture également des frais de gestion à toutes les entités. Donc là, toutes les entités payent des frais de gestion à la holding tout là-haut qui s'appelle Energy Group. Donc pour résumer, ici, cette slide, on a des flux externes qui créent de la valeur et on a des flux internes qui sont un coût pour les SPV et un revenu pour les autres entités du groupe. C'est la slide suivante, merci. Donc, deuxième prérequis, c'est comprendre qu'il y a différents stades d'avancement sur les plateformes d'énergie renouvelable. Les plateformes de développement de projets d'énergie renouvelable, en fait, elles développent des projets. Et ces projets, ils ont différents stades d'avancement. Donc là, vous voyez, on a fait un tableau avec différents statuts. De bas en haut, on appelle ça par exemple un pipe. Le pipe potentiel, c'est voilà, on analyse un projet, les études ne sont pas forcément faites, on n'a pas obtenu les permis, et au fur et à mesure on avance, pipe avancé, pipe sécurisé, prêt à la construction, on appelle ça ready to build, c'est du jargon, en cours de construction, ou pipe opérationnel. Et en fait, ce qui est important de noter ici, c'est qu'on va retraiter la capacité de chacun des projets. Donc en fait, on a une capacité brute. Donc là, vous voyez capacité mégawatts. Par exemple, pour le pipe opérationnel, pardon, pour le pipe potentiel, pardon, donc la dernière ligne de la partie solaire, c'est 70. Une capacité qui est brute. On va retraiter cette capacité d'une probabilité de succès, puisqu'en fait, ce pipe, il est potentiel, et on est très en avance de phase, et peut-être que le projet ne va pas aller au bout. On a mis 30% de probabilité de chance. Donc en fait, vous appliquez 30% à 70, ça vous donne une capacité nette. Et en fait, à chaque ligne, vous allez voir, en fonction des différents stades d'avancement, on va avoir des capacités nettes qui sont différentes parce qu'on a des probabilités de succès qui sont différentes. Et du coup, plus on monte dans le tableau, plus la probabilité de succès est élevée. Donc, à titre de benchmark, vous avez le pipe opérationnel, qui sont donc les projets en exploitation. De définition, la probabilité de succès, la probabilité d'arriver en exploitation, donc le pipe opérationnel est à 100%. Juste en dessous, vous avez un chart d'avancement qui vous montre tout simplement une capacité nette cumulée en fonction du temps. C'est pour vous dire qu'en fait, il y a une activité de prospection commerciale qui fait qu'on va acquérir des projets au fur et à mesure. Et en fait, ce n'est pas à un instant T une capacité, c'est potentiellement on a des projets qui arrivent dans le temps et donc du coup, on a une capacité qui augmente dans le temps. Parce que le but, c'est d'acquérir de plus en plus de projets. C'est tout l'enjeu d'une plateforme de développement de projets d'énergie renouvelable. Je passe à la slide suivante. Donc là, maintenant qu'on a dit tout ça, vous avez vu qu'il y a différents étages, il y a différentes entités dans le groupe Energy Group. On s'est dit que la meilleure méthode pour valoriser ce genre de structure, c'est une sum of the parts, donc une somme des parties. Somme des parties, ça veut tout simplement dire qu'en fait, on va valoriser indépendamment chacune des parties du groupe et on va chercher à isoler et à vraiment identifier les endroits où est créée la valeur dans ce groupe. À titre d'exemple, quand vous prenez par exemple le groupe Bouygues, dans mes expériences précédentes, j'ai pu valoriser le groupe Bouygues.
Et en fait, vous voyez, il y a plusieurs entités dans le groupe Bouygues. Il y a par exemple Bouygues Immobilier, Bouygues Construction, Bouygues Télécom ou alors TF1. C'est vraiment des sociétés qui n'ont rien à voir et qui sont dans le groupe Bouygues. Et en fait, la méthode qui est retenue pour valoriser le groupe Bouygues, souvent, c'est une sum of the parts, tout simplement parce que télécom, télévision avec TF1, construction ou immobilier, c'est des activités qui n'ont rien à voir. Et donc, du coup, on utilise une sum of the parts pour valoriser vraiment indépendamment chacune des parties. Ici, de la même façon, on a des activités qui n'ont rien à voir. On a un bureau d'études, on a énergie développement qui fait des études de faisabilité, on a énergie exploitation qui maintient, et on a des SPV vraiment qui exploitent et qui vendent de l'électricité. Donc, c'est vraiment des modèles économiques qui sont différents. On a cherché vraiment à valoriser différemment pour prendre en compte le risque de chaque entité indépendamment. Dernier point là-dessus, en infra, comme vous vous en doutez, on a beaucoup de modèles financiers, parfois assez complexes. Et du coup, la méthode la plus retenue de manière empirique, hein, c'est le DCF. Parce que voilà, on a des modèles financiers, on a des flux qui sont prévisibles, on a des contrats de vente d'électricité, donc on est capable de définir des cash flows qu'on peut ensuite actualiser. C'est la raison pour laquelle on utilise beaucoup de DCF, donc d'actualisation de cash flow en français, pour les projets d'infrastructure. Ici, vous verrez que, alors juste Excusez-moi. dernier point là-dessus, pardon, on a également, dans ce cas-là, utilisé la méthode EV/EBITDA pour vous montrer à quoi ça ressemblait, et aussi parce que dans ce cas pratique, on a recyclé d'un cas réel en réalité, notre client a tenu à ce qu'on valorise le bureau d'études par un multiple d'EV/EBITDA, parce qu'il y avait des sociétés comparables. Je peux passer à la slide suivante. Merci. Donc là, vous pouvez suivre en bas à droite, en haut à droite, pardon, il y a un petit encadré qui vous dit où est-ce qu'on en est dans la valo sum of the parts. C'est important de suivre où est-ce qu'on en est, parce que du coup, on va valoriser différentes parties du groupe. Donc là, les SPV, on va les valoriser du coup par DCF. Pour faire un DCF, il nous faut des cash flows. Et ces cash flows, on veut la valeur actuelle de ces cash flows. Et pour avoir la valeur actuelle de ces cash flows, il faut un taux d'actualisation. Anis vous en a parlé tout à l'heure avec la méthode du MEDAF. C'est une méthode tout simplement qui permet de se mettre dans la peau d'un investisseur qui est en train d'investir dans un portefeuille. Il regarde dans son portefeuille dans quoi je peux investir et il va regarder le taux de rendement qu'il va exiger de cet actif. Donc là, il va partir l'investisseur dans taux sans risque, donc qu'on a appelé RS ici. Comme vous avez dit Anis tout à l'heure, ici on peut prendre une OAT de 10 ans, donc une obligation assimilable du Trésor français, donc c'est tout simplement la dette française. Là, on a pris à 10 ans, on voit qu'elle est à 3,14 en février. Ensuite, on va ajouter une prime de risque de marché. Donc la prime de risque de marché, c'est tout simplement la différence entre un indice de référence, entre le rendement d'un indice de référence en tout cas, et le rendement d'un actif sans risque. Donc là, on avait dit l'OAT 10 ans. Et donc du coup, en indice de marché de référence, on a pris ici, pour l'exemple, un Morningstar Europe Renewable Energy, et on a pris une différence donc qui est de 8,55 en mars 2025. Et donc du coup, on va utiliser le spread, donc la différence entre 8,55 et 3,14, qui donne un chiffre que je vous laisse calculer de tête. Ensuite, cette prime de risque, en fait, elle est à ajuster d'un bêta qui est du coup une mesure du risque, qui est du coup un coefficient de corrélation, si vous voulez, entre le rendement de mon action et le rendement de mon indice de référence. La limite de cet exercice ici, c'est que c'est une société pas cotée. En infra, sur les projets d'infra, on a souvent des sociétés qui ne sont pas cotées, et donc du coup, c'est très compliqué de trouver un bêta. Du coup, la question que vous devriez vous poser, c'est comment trouver un bêta. Donc sur la slide suivante, on va voir ensemble comment trouver un bêta. Donc tout à l'heure, Annelise vous a parlé de bêta endetté, bêta désendetté. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce que on va utiliser les bêtas des sociétés comparables. Donc d'abord, on va trouver des bêtas, on va trouver des sociétés comparables déjà. Qu'est-ce que c'est qu'une société comparable? On rappelle, c'est une société qui a une activité similaire, une activité si possible qui est géographiquement assez proche pour qu'elle ait des contraintes
volets assez similaires, fiscales, etc. Et si possible, des niveaux de rentabilité assez similaires. Par exemple, une boîte qui a 30% d'EBITDA et une boîte qui a que 10% d'EBITDA, est-ce qu'elles sont réellement comparables? C'est discutable. Et encore une fois, c'est le métier de l'évaluateur de se déterminer ce sujet. Et évidemment, la taille de la société. Donc là, c'est compliqué. Donc on a pris un échantillon, voilà, juste pour l'exemple. Donc vous voyez dans la colonne 4 les bêtas de chacune de ces sociétés. Ces sociétés, du coup, sont cotées. En fait, les bêtas, ils dépendent pardon, du coup, de la structure capitalistique. La structure capitalistique, c'est la part de dette et d'equity qu'il y a du coup dans chacune des sociétés. Du coup, il a fallu désendetter ces bêtas. Donc en fait, si vous voulez, enlever l'impact de la structure capitalistique de ces bêtas, dans ces bêtas. Du coup, avec la formule de Hamada dont vous a parlé Anis tout à l'heure, on va chercher à désendetter le bêta. Donc dans l'avant-dernière colonne, vous avez du coup les bêtas désendettés. Donc c'est tout simplement le bêta auquel on a appliqué la formule de Hamada et a utilisé le chiffre dette, le ratio dette sur equity, qui nous donne des bêtas désendettés. Ensuite, vous allez me dire, du coup, c'est très bien, on a des bêtas désendettés, mais comment trouver le bêta de ma société à moi? On a cherché à trouver, plutôt que de faire une moyenne ou une médiane, je voulais vous montrer comment on peut trouver un moyen un peu plus smart de trouver mon propre bêta désendetté. Donc là, on a cherché un KPI. Un KPI et on voulait trouver une corrélation entre les bêtas désendettés et ce KPI. Là, ici, vous avez l'exemple de la marge d'EBITDA. Pour chacune des sociétés, vous avez une marge d'EBITDA. Et en fait, en bas à gauche, vous voyez un graphique, je ne sais pas comment on dit, ouais, avec un nuage de points. Tout simplement, en abscisse, vous voyez les marges d'EBITDA et en ordonnée, les bêtas désendettés. À partir de ce nuage de points, on a tracé une régression linéaire. Une régression linéaire, du coup, c'est une droite de tendance, et en fait, qui montre est-ce qu'il y a une corrélation ou pas. Donc en fait, on a calculé un R2, R square en anglais, qui est tout simplement, si vous voulez, un coefficient qui montre la pertinence de cette régression linéaire. Là, on voit que le R2 est supérieur à 0,5. Du coup, on peut se dire décemment à peu près que la régression linéaire est assez cohérente pour dresser une tendance. Donc, en fait, comme c'est une droite, elle a une équation. Ici, vous voyez y égale 1,5206 x plus 0,0359. On va utiliser cette équation à notre marge d'EBITDA pour trouver notre bêta désendetté. Et en fait, grâce à cette équation, on va être en mesure de trouver notre bêta désendetté. Tout simplement en utilisant l'équation. Donc là, vous voyez en bas, à droite, qu'on utilise cette équation. Donc cette méthode-là, juste petit aparté, elle fonctionne pour trouver un bêta désendetté, mais elle fonctionne également pour les multiples. Si vous avez un échantillon de multiples, plutôt que de faire une moyenne tout simplement, vous pouvez utiliser une régression linéaire qui vous permettra du coup d'avoir vraiment un backup et de justifier un peu pourquoi vous avez pris ce multiple-là à la fin. Ensuite, une fois qu'on a trouvé du coup notre taux d'actualisation, il faut des flux à actualiser. Encore une fois, la valeur d'un actif actuel, c'est la valeur tout simplement des flux qu'il va générer, qu'on actualise. Donc en fait, il faut déterminer des flux. Tout à l'heure, on a parlé de probabilité de succès en fonction des différents stades d'avancement. Et en fait, là, vous voyez à gauche le cash flow calculé pour une SPV qui est opérationnelle, donc en exploitation, donc du coup par définition avec une probabilité de succès à 100%. Et à droite, le cash flow d'une SPV en développement avec une probabilité de succès qu'on va appliquer. Donc là, dans ce cas-là, on a appliqué le risque d'avancement au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il se calcule, bon alors c'est simplifié, mais il se calcule la capacité en mégawatts fois le productible en heures fois le prix de l'électricité auquel on applique une probabilité de succès.
Ensuite, ce chiffre d'affaires, on va faire différents traitements pour arriver à un cash flow ensuite. Donc, on va retirer les OPEX, on va retirer les impôts, on va retirer une variation de BFR parce qu'on veut, encore une fois, des flux cash, parce qu'on veut actualiser des flux qu'on va réellement toucher. C'est pour ça qu'on retraite une variation de BFR. On va enlever des CAPEX, qui sont tout simplement les investissements. C'est classique, on est en infra, donc il y a des CAPEX. Et comme on est en infra, on va retirer également le service de dette, parce que les créanciers sont tout simplement seniors sur les actionnaires. Ensuite, donc du coup, on a des flux qui sont disponibles pour tous les actionnaires. On l'a vu tout à l'heure en préambule, on a différents taux de détention, parce que parfois on peut co-développer des projets avec des co-actionnaires. Donc parfois, les SPV, ici, dans ce cas précis, on avait noté entre 30 et 100% de détention. Donc là, il faut ajuster le flux touché du taux de détention. Donc le flux, ici, le FCFE, Free Cash Flow to Equity des SPV, il est égal au Free Cash Flow to Equity des SPV totaux fois le taux de détention. Une fois qu'on a ajusté nos Free Cash Flow to Equity, donc nos flux disponibles pour les actionnaires, il faut tout simplement les actualiser et faire la somme de toutes les valeurs de toutes les SPV. Voilà pour ce sujet-là, j'espère que c'est clair. Ensuite, du coup, si vous voyez en haut à droite, on a changé de société à évaluer. Là, on est sur le bureau d'études. C'était tout simplement pour vous montrer comment on fait pour valoriser une société par multiples. Ici, du coup, on a pris des multiples de transactions. Comme vous le disiez tout à l'heure, Anne-Lise, des multiples de transactions, c'est fondé sur des transactions passées. Et donc, du coup, c'est à combien un acquéreur, à combien de fois son EBITDA, à combien de fois son chiffre d'affaires, un acquéreur a acheté une target, une cible. Donc là, vous voyez, on a pris un échantillon de sociétés comparables sur les mêmes critères qu'on discutait tout à l'heure, donc type d'activité, rentabilité, localisation géographique, taille, etc. Donc, du coup, on a pris cet échantillon et on a calculé les multiples de chiffre d'affaires. Donc EV Sales, moi j'appelle ça EV Sales en anglais parce que c'est classique, mais ça veut tout simplement dire Enterprise Value, et donc valeur d'entreprise, divisé par le chiffre d'affaires. Et à droite, vous avez EV EBITDA, donc la valeur d'entreprise sur l'EBITDA, en multiple. À l'issue de ça, encore une fois, là on a calculé une moyenne et une médiane pour les deux multiples. Encore une fois, c'est le rôle de l'évaluateur de faire un choix. Il n'y a pas vraiment. Ça sert de base. Il ne faut pas tout simplement se dire, OK, ça donne ça comme moyenne, du coup, c'est ce multiple-là que je dois affecter à mon EBITDA ou à mon chiffre d'affaires. Il faut un peu plus réfléchir et c'est issu de négociations qu'on détermine un prix ensuite. Dernier point sur ce sujet, on a pris des free cash flow to equity juste avant pour les SPV. Donc en fait, on va faire une sum of the parts fondée sur les valeurs des fonds propres. Equity, c'est de leurs fonds propres. Et du coup, on va faire une valeur fondée sur les fonds propres. Ici, si vous multipliez votre chiffre d'affaires ou votre EBITDA, ça vous donne une enterprise value, donc une EV. Et en fait, pour avoir une equity value, pour comparer des pommes avec des pommes, il faut retraiter cette enterprise value d'une dette nette. Tout à l'heure, Annie vous en a parlé. Comment on passe d'une enterprise value à une equity value? On retraite tout simplement une dette nette. Dans un cas pratique aussi concret que celui-ci, en général, il n'y a pas de dette qui est logée à ce niveau-là dans les entités opérationnelles. En fait, souvent, quand même, l'enterprise value est proche de l'equity value modulo le cash. Voilà, modulo le cash. Mais grosso modo, il n'y a pas de dette en général qui est logée à ce niveau-là. Une fois qu'on a dit ça, donc là, si vous regardez en haut à droite, on a encore changé d'étage. On est dans la valeur de l'equity d'énergie développement et énergie exploitation. Donc énergie exploitation, pour rappel, c'est celle qui construit, exploite, maintient les sociétés. Énergie développement, c'est celle qui fait des études de faisabilité. De la même manière, on va valoriser ça par DCF. Donc on ne va pas revenir sur le calcul de DCF. En revanche, je voulais attirer votre attention sur les ajustements qu'il y a à faire dans les cash flows. Donc là, on l'a vu tout à l'heure en préambule, il y a des flux intragroupes. Donc en fait, tout simplement, les holdings, les entités opérationnelles, elles facturent des commissions de développement ou des commissions d'exploitation
au SPV, en plus de leurs clients externes. Et en fait, le but du jeu, dans une sum of the parts, ça va être de capter la valeur vraiment là où elle est créée. On va retraiter, euh, on va retraiter ces flux. Parce qu'en fait, même si c'est un chiffre d'affaires pour les entités opérationnelles, en réalité, c'est un coût. Et en fait, vous ne pouvez pas appliquer deux taux d'actualisation différents si jamais vous avez le même flux en haut et en bas. Du coup, on a supprimé ce flux en haut, donc dans les entités opérationnelles, on a supprimé ce flux en bas dans les SPV. Du coup, on n'a plus ce frottement. Voilà pour ce sujet-là. Donc, c'est important de comprendre ce retraitement à faire. Ensuite, là, on est passé à la valeur equity de la holding. De la même manière, il y a un retraitement à faire. On a pris des free cash flow en bas, du coup, pour les SPV, des free cash flow to equity. Free cash flow to equity, en français, ça veut dire flux de trésorerie free disponible pour les actionnaires. Donc, c'est des flux qui sont disponibles pour les actionnaires, c'est des flux qu'on va ensuite chercher à verser aux actionnaires. Donc, tout ce qui est versé aux actionnaires, le compte courant d'actionnaire, le compte courant d'associé, pardon, ou les dividendes, ça n'a pas été en flux négatif en bas. En fait, vous ne pouvez pas le mettre en flux positif là-haut. Donc là, on est dans les comptes de la holding. À gauche, vous voyez les comptes et flux actionnaires avant ajustement, et à droite, vous voyez les flux actionnaires après ajustement. Donc, de la même manière, là-haut, vous voyez les frais de gestion qu'on a retirés. C'est vraiment le même sujet que la slide précédente. Et en dessous, vous voyez les dividendes perçus et les intérêts perçus des comptes courants d'associés. On les a retraités. On ne les met pas en flux positif là-haut, parce qu'ils n'ont pas été comptés en flux positif en bas. Pareil, juste en dessous, remboursement de compte courant d'associés. On ne l'a pas mis en flux positif, parce qu'on ne l'a pas mis en flux négatif en bas. Voilà, j'espère que c'est clair. On pourra passer plus en détail si vous avez des questions ensuite. Je vais un peu plus vite sur la suite. Donc là, pour faire le bilan sur ce qu'on a fait, on voit finalement que si on fait les retraitements, c'est-à-dire qu'on enlève tous les flux positifs des holdings opérationnels, en fait, elles n'ont plus qu'en flux positif, du coup, les commissions externes. Les commissions externes, ce n'est pas leur activité principale. Leur activité principale, c'est de vendre des commissions, des études à leur propre SPV. Du coup, si on retire les commissions qu'elles perçoivent de leur SPV, ça donne quand même des cash flows négatifs. Comme vous le devinez, si vous avez des cash flows négatifs actualisés, bah, la valeur actuelle de ces cash flows négatifs va être négative. Vous voyez ici, les SPV en exploitation et en développement donnent des valeurs d'equity positives et les entités opérationnelles donnent des valeurs négatives. Et en fait, tout simplement, tout à droite, en bleu foncé, vous voyez, la valeur du groupe, c'est tout simplement la somme de tout ça. Petit aparté là-dessus, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, si vous êtes sur une transaction M&A, que vous êtes côté buy-side, en fait, le fait de faire une sum of the parts, ça permet d'isoler la valeur et d'identifier vraiment la valeur, où est-ce qu'elle est créée. Là, la valeur, elle est créée vraiment essentiellement de la vente d'électricité. Donc, en fait, la valeur, elle est créée vraiment au niveau des SPV. Donc, c'est pour ça que vous avez des valeurs positives. Et en fait, quand même, essentiellement, les entités opérationnelles, c'est surtout des centres de coûts. Donc, c'est pour ça que la valeur est négative. Donc, comment interpréter tous ces chiffres-là? Le 130, c'est OK, j'achète 33 plus 137, mes valeurs de SPV. Et qu'est-ce que ça me coûte d'acheter ce 33 et 137? Ça me coûte moins 15, plus moins 10, plus moins 8, plus moins 7. Voilà comment interpréter la valeur d'une somme de parts. Dernier point très rapidement avant de vous laisser la parole pour diverses questions. Encore une fois, le rôle de l'évaluateur, c'est de trouver une base de discussion. C'est en aucun cas de dire OK, c'est ça la valeur de la société. Et c'est pour ça que Anis vous parlait tout à l'heure de différence entre prix et valeur. Le prix, c'est issu de négociations. Vraiment, vous allez voir, si vous avez l'occasion de travailler sur des transactions M&A, il y a un SPA, donc un Share Purchase Agreement, dans lequel on va comment dire, négocier un prix. Et alors que la valo, c'est vraiment un exercice différent. Mais au moins, le prix est à peu près connecté à la valo. C'est-à-dire que si jamais vous avez une valo à 130 millions
qui vous avez un prix à 2 millions, c'est que vous pouvez vous poser la question sur le prix, est-ce que vraiment c'est cohérent de trouver ce prix-là? Donc là, on a cherché à comparer et à mettre un peu en perspective le travail qu'on vient de faire avec un football field. Un football field, c'est tout simplement ce chart-là que vous voyez qui compare différentes méthodes de valo. Donc en bas, vous avez la sum of the parts avec différents paramètres qui donnent une borne haute et une borne basse. Donc là, de 120 à 150. En haut, vous avez le multiple de transactions. Si on avait cherché à valoriser le groupe Energy Group avec encore un multiple de transactions. Une chose assez classique en dessous, c'est l'actualisation des flux actionnaires que génère ce groupe. C'est assez classique en infra, on a des flux actionnaires, on pourrait les actualiser. Pourquoi le DDM donne une valeur souvent inférieure à la sum of the parts? Pour la simple et bonne raison qu'il y a du cash qui peut être trap. Qu'est-ce que c'est que du cash trap? C'est du cash qui est en bas, qu'on n'arrive pas à remonter. Pourquoi on n'arrive pas à le remonter? Parce qu'en fait, parfois, les dividendes, ils sont bloqués parce que la contrainte pour verser un dividende, c'est tout simplement le cash que j'ai à disposition et les réserves distribuables. Donc parfois, le cash est trap en bas et du coup, les flux actualisés en haut sont plus faibles. En somme of the parts, on a pris des flux qui sont disponibles. Donc en fait, les flux sont disponibles et ne prennent pas en compte le cash qui est potentiellement trap en bas. Donc du coup, c'est pour ça que la valeur en somme of the parts est souvent quand même supérieure à la valeur du DDM. Et dernier point sur le multiple de transactions. Souvent, comme vous disiez Anis tout à l'heure, on valorise des primes de contrôle et différentes primes sur les transactions M&A. Donc on a une valeur qui est supérieure. Dans les faits, ça dépend vraiment de votre échantillon. En réalité, si vous prenez un échantillon avec des multiples hauts, ça va vous donner un multiple élevé. Si vous prenez un échantillon de comparable avec des multiples faibles, ça va vous donner un multiple moyen faible. Voilà la différence entre la théorie et la réalité. Donc, comment on lit un football field? Vous avez du coup une borne haute et une borne basse pour chacune des méthodes. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle en abscisse, si je puis dire, un AVP, ça veut dire Analysis at Various Prices. Tout simplement, du coup, mon abscisse en equity value. Vous mettez une dette nette, qu'est-ce que ça signifie en enterprise value et qu'est-ce que ça signifie en multiple. Voilà pour ce cas pratique. J'espère que j'ai été clair. Et maintenant, il reste 5 minutes ou plus. Et on est ouvert à toutes les questions sur la partie théorique ou potentiellement sur ce cas pratique. Je ne sais pas comment vous voulez procéder. Il y a plusieurs questions dans le chat, Dinan. Ouais. Peut-être les prendre dans l'ordre. Il y avait une première question, je crois que c'était au niveau de la slide 42 déjà, pour les prendre dans la chronologie, sur la régression linéaire. Est-ce qu'il y avait d'autres méthodes que ça pour calculer le bêta désendetté? Oui, il y a d'autres méthodes. Là, la méthode qu'on a prise, c'est tout simplement... alors, pour calculer un bêta désendetté, c'est bien ça la question? Ouais, peut-être je peux la préciser. Là, on a une régression linéaire parce qu'on a deux paramètres. Bon, le R carré, il explique pas beaucoup de la variance du coup, 0,5. Moi, ce que je me dis, c'est on a beaucoup de paramètres qui jouent les uns envers les autres et des modèles de régression qui permettent de faire parler plusieurs paramètres. Alors, si c'est ou pas assimiler des verbes aléatoires, peu importe. Mais je me dis, en fait, on a beaucoup d'outils et une régression linéaire, ça me paraît pas très puissant pour traiter tous ces outils-là. Et donc, je me demandais s'il n'y avait pas des cas de calcul du bêta qui était optimisé par d'autres outils mathématiques. Ou si, à chaque fois, c'était un objet, on va dire, d'approximation, qu'ensuite, on pouvait retravailler à la marge de tout ce qu'on a dit dans les slides qui suivent. Mais voilà, question plutôt mathématique plutôt que... Alors, la méthode la plus utilisée en réalité pour des sociétés cotées, ça va être la méthode d'avant qui consiste à calculer directement le bêta en lui-même, qui est du coup une mesure du risque, qui est tout simplement la covariance entre le rendement de cette action et le rendement du marché divisé par la variance du rendement du marché. C'est la mesure mathématique phare et la plus précise possible pour calculer le bêta equity directement. Tu peux parler des sources, on se base sur, comme tu disais, Capital IQ, Bloomberg. C'est vrai que l'approche, généralement sur les dossiers la plus retenue par les cabinets, c'est de se baser sur un échantillon de sociétés comparables cotées en bourse,
de retenir des bases telles que Capital IQ, Bloomberg ou autres pour obtenir ces bêtas. Donc, on va souvent retenir des horizons 3 ans ou 5 ans avec une fréquence hebdomadaire ou mensuelle à voir. Ensuite, procéder au désendettement de ce bêta, effectivement. Si on retient un horizon 3 ans, on va retenir un désendettement sur la base des ratios D sur E 3 ans, source du 5 ans, du D sur E 5 ans, pour obtenir via Amada le bêta désendetté. Et ensuite, on fera une analyse de ces bêtas désendettés, en moyenne, médiane ou autre. On l'a vu, il va falloir vraiment réfléchir au degré de comparabilité entre l'échantillon et notre société. Et on se basera sur ce bêta désendetté pour ensuite construire le coût du capital. C'est vrai que c'est plus dans la théorie qu'on peut utiliser ces idées de régression linéaire, mais ça peut être fait. Mais généralement, dans les rapports, vous verrez la première approche. Et après, ensuite, je suis assez d'accord sur la puissance de cette méthodologie-là. On voit un R-square qui est à 0,5. Donc, c'est pas assez puissant. L'idée pour les autres, c'est que plus il est proche de 1, plus l'analyse statistique est puissante. Là, effectivement, on a une analyse statistique qui est moins forte. Dans les faits, alors je vois pas l'écran, donc je sais pas qui a posé la question, mais dans les faits, effectivement, on utilise soit une moyenne, une médiane, ou une régression linéaire. On va rarement plus loin que ça, day to day, dans le cadre de nos évaluations. Ok, merci. Et vous utilisez le bêta de Damodaran? Oui, tout à fait, c'est aussi possible. C'est un benchmark qui est assez connu. Donc pour les autres, Damodaran, c'est une base de données qui a été faite par Arsworth Damodaran, et qui est un prof de New York University, qui fait des benchmarks assez puissants qui servent de référence pour Effectivement, comme tu le dis, ce sera en benchmark. C'est vrai que Damodaran, c'est quelque chose qu'on va regarder aussi pour la prime, pour tout ce qui est prime de risque. Il y a beaucoup de données par pays assez pertinentes, mais on va quand même également faire nos recherches sur la base de nos comparables à partir de Capital IQ, Bloomberg ou autres. Donc oui, on utilise Damodaran. Merci. Je vois pas l'écran, en fait. Ouais. Oui, je vous la lis. Une seconde question de Lucie. Est-ce qu'on utilise le même discount rate sur les projets opérationnels versus les projets dans le pipeline, car on considère que la probabilité de succès suffit à mesurer le risque plus important? En gros, est-ce que c'est le même discount rate entre un projet opérationnel ou un projet prospectif? C'est une bonne question. Ce serait prendre en compte 2 fois le risque. Et effectivement, dans les faits, on prend en compte 2 fois le risque. Souvent, dans les projets, on l'a vu, on retraite une première fois le chiffre d'affaires du risque d'avancement, et on actualise parfois à des taux qui sont différents pour prendre en compte ce différent stade d'avancement. La vraie différence, en réalité, c'est aussi sur les géographies. On a des pays avec plusieurs risques. Par exemple, en ce moment, je travaille sur une plateforme qui développe des projets dans le monde entier. Et si vous voulez, les taux d'actualisation, ils vont surtout varier selon les géographies. Donc, en réalité, pour résumer, on peut prendre le risque d'avancement à plusieurs niveaux, soit au chiffre d'affaires, soit au niveau de l'actualisation des cash flows. Attention, si on prend les deux, il y a un frottement, effectivement, c'est un bon point. Et là où on va vraiment chercher à différencier les taux d'actualisation, c'est surtout sur les géographies et sur les types d'activités. Par exemple, j'ai dit que les holdings, les entités opérationnelles, on peut les actualiser avec différents taux. Voilà, ça dépend aussi de la géographie et de l'activité, puisqu'on n'a pas forcément le même marché. C'est vrai que et puis ce jeu qu'on va faire sur le taux d'activation en fonction du stade d'avancement va rentrer dans le cadre d'analyse de sensibilité aussi. C'est qu'on peut retenir un même taux, étant donné qu'on aura déjà retraité la capacité des probabilités de succès, mais on va faire jouer également aussi le taux pour voir un peu, selon qu'on ait une approche plus ou moins conservatrice, l'impact que ça va pouvoir avoir sur la valorisation. On continue avec une question d'Alexandre sur la slide 49, si je m'abuse.
Pour les ajustements dans les cash flows des SPV, entités opérationnelles, dans le cas où le taux de détention des SPV n'est pas de 100%, comment les retraitez-vous? Par exemple, commission ONM, marge de développement. Est-ce qu'on reconnaît la quote-part liée aux minoritaires? Comment considérer, du coup, quand on n'est pas actionnaire à 100% des entités? Alors non, souvent la quote-part, le taux de détention, il s'applique sur des flux qui sont disponibles pour les actionnaires. Parce que les frais de gestion, ils sont disponibles pour tous les actionnaires, ils ne sont pas versés à un actionnaire, il est versé en tant qu'activité par exemple, de bureau d'études. Donc ce n'est pas un flux actionnaire en tant que tel. Donc ce n'est pas ici qu'on va retraiter un taux de détention. Donc on va le retraiter à 100%. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre cascade de cash flow jusqu'à arriver au flux disponible pour les actionnaires, c'est là en fait qu'on va ajuster, comme on l'a vu tout à l'heure, du taux de détention. On va prendre en compte la part majoritaire du coup de notre free cash flow to equity. J'espère que c'était clair. J'ai pas compris cette page, c'était une de mes questions, je l'ai pas écrite, mais j'ai du mal à comprendre le avant et après, justement. Alors, du coup, là, on est dans V-Equity Holding. Donc là, on est sur le cash flow de la holding. Donc on part du chiffre d'affaires tout là-haut, et tout en bas, on a un flux disponible pour les actionnaires. Donc le chiffre d'affaires tout là-haut, il est constitué de frais de gestion et de frais facturés au SPV. Ah oui, pardon. Et à gauche, c'est avant ajustement, et à droite, c'est après ajustement. Donc tout là-haut, dans le chiffre d'affaires, vous voyez, si on n'ajuste rien du tout, on garde les frais de gestion et les frais facturés divers au SPV. Revenu opérationnel. Oui, voilà, c'est des revenus opérationnels. Donc là, après ajustement, ils sont à zéro, ils sont supprimés, parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, on les a supprimés également au niveau des SPV. Et les flux perçus des SPV, donc les flux actionnaires perçus des SPV, les dividendes et les intérêts sur les SHL, shareholder loan, donc CCA, et les remboursements de comptes courants d'associés, sont également à ajuster parce qu'ils n'ont pas été mis en flux négatif en bas. Et donc, du coup, vous voyez ce qu'on a retiré. Donc là, c'est ce qui est en caviardé, comment je peux dire, en pointillé à droite. C'est ce qu'on a retiré. Donc, vous avez un avant et un après. Après, vous voyez qu'on a retiré des frais de gestion, donc des revenus opérationnels, des revenus financiers et du remboursement de comptes courants d'associés. Le retraité là était valorisé en fait en bas. C'est pour ça que ça retraité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui est retraité là, ça a été valorisé en bas pour les revenus financiers. Et donc, du coup, vous voyez que la holding, du coup, elle a que des flux négatifs. Et du coup, vous voyez que c'est plutôt un centre de coût plutôt que là où on va générer de la valeur. Et c'est pour ça qu'en sum of the parts, du coup, ça va venir diminuer la valeur globale du groupe Energy Group. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, merci. C'est dans le cadre de la sum of the parts. En fait, on a une vision un peu conso ou une évolution sociale. On a une vision. Alors là, on ne parle pas de consolidation. En fait, tout ce qui est revenu, enfin, vous voyez, grisé là, sur la droite, opérationnel, revenus financiers, remboursement CCA, ils sont retraités ici parce que lorsque vous avez fait, dans le cadre de la somme de PAD, vos valos des SPV au-dessous, ils ont été valorisés à ce niveau-là, en dessous. Donc c'est pour ça que lorsque vous valorisez ensuite Energy Group, vous ne gardez plus que les flux qui n'ont pas déjà été valorisés par ailleurs dans le cadre de la sum of the parts. Donc, il vous reste les coûts, finalement, comme vous le disiez, Dinan, les OPEX propres à la holding, les intérêts payés par la holding, l'impôt et des éventuels ajustements BFR. Oui, donc dans le cadre de la SOTP, on valorise ce qui est à droite juste pour isoler les flux propres à la holding. Et donc, en effet, c'est purement négatif. Par contre, est-ce qu'on a vraiment une grosse différence? On a moins de finesse, ça c'est sûr, entre actualiser les FCFE qu'on a sur la partie gauche uniquement, donc c'est une valorisation juste sur les flux de la holding vers ses actionnaires, ou la SOTP, qui prend chacune des entités, plus la holding qu'on a à droite.
C'est le cash trap, justement. En fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure dans merci. le football feed, la dernière slide. Et si tu actualises directement les flux actionnaires tout là-haut au niveau de la holding, tu vas avoir des flux qui sont plus faibles, tout simplement parce que il y a parfois du cash qui est trap en bas. Petit aparté là-dessus, souvent en infra, on met en place des comptes courants d'associés pour éviter ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de contrainte pour rembourser du SHL, du compte courant d'associés. Si jamais il y a du cash qui est trap et qu'on ne peut pas verser de dividendes, bah, on peut remonter grâce au compte courant d'associés. Mais le fait est que il y a parfois quand même du cash qui est trap, et donc du coup, la valeur si on actualisait tout simplement les flux qui étaient tout là-haut, serait plus faible qu'une sum of the parts. On ne prend pas en compte de cash trap et les flux sont totalement disponibles en bas. Oui, merci. Peut-être plus faible, mais peut-être plus réaliste à l'échelle d'un actionnaire ultime. Oui, tout Est-ce à qu'il y a fait. dans sa Pour un poche actionnaire minoritaire, moi je prendrais un flux tout là-haut. Voilà. Bon, après, les transactions qu'on fait, on a parfois des prises de participation majoritaires. Donc, du coup, on fait une méthode de valo un peu plus complète par sum of the parts. Mais encore une fois, on compare les méthodes. Hein. L'idée, c'est pas d'arriver à un chiffre, pas du tout. L'idée, c'est d'avoir une base de discussion. Et nous, on les conseille. Après, on discute avec notre client et on arrive sur un prix négocié. Mais voilà, ça, c'est juste une base de discussion et ça se négocie. Hein. David qui pose également 3 questions. Bon, les 2 premières peut-être déjà répondues, mais je vous les redis pour information. Est-ce que tous les flux intragroupes ont également été retraités dans les SPV? Quelle est la pertinence de la valorisation de la SPV si on retire certains frais essentiels, O&M, développement? Et dans ce cas, la holding supporte-t-elle 100% des coûts de gestion alors qu'elle récupère qu'une portion de la valorisation au niveau de la SPV? Alors, attends, c'était quoi la première question, pardon? Tous les flux intragroupes ont-ils également été retraités dans les SPV? Oui, dans ce cas-là, il y a plusieurs méthodes, hein, il y a plusieurs façons de faire, encore une fois. Là, on a pris un cas où effectivement on avait retraité tous les flux intragroupes au niveau des SPV. Donc là, vous avez, si tu vas en slide 45, ouais. À droite, vous avez la cascade de cash flow pour des SPV, par exemple, et on a retiré du coup les commissions intragroupes qu'on paye aux autres sociétés, aux autres entités opérationnelles. Et donc, je crois que la deuxième question, c'est quelle est la pertinence de faire ça, c'est ça? La pertinence de la valorisation de la SPV si on retire ces frais essentiels, O&M, développement. C'est vrai que ce sont des frais essentiels, mais en fait, on les a aussi supprimés au-dessus. Donc, le but, c'est vraiment de refléter la valeur réelle créée par les SPV. En fait, c'est un choix à faire. C'est-à-dire que si jamais on aurait pu les conserver en se disant non, mais ça fait vraiment partie du modèle économique des SPV, donc du coup, il faut les conserver. En fait, si on les avait conservés en bas, il aurait fallu les conserver là-haut pour que ça s'annule quand on fait la somme des deux. Et donc, du coup, il aurait fallu prendre un taux d'actualisation similaire là-haut et similaire en bas. Sinon, en fait, du coup, vous allez créer de la valeur ou perdre de la valeur de manière fictive. Donc, c'est un bon point. En Valo, tous discutent. Et ça, c'est un bon point. Il faut juste faire un choix, et ça discute avec nos clients souvent. Est-ce qu'on conserve la commission en bas et donc, du coup, on a la valeur réelle des SPV qui sera légèrement plus basse. Mais du coup, il y aura un frottement avec les étages du dessus. Voilà, donc il va falloir prendre exactement le même taux d'actualisation. Ou alors on se dit, OK, on perd un peu de précision en bas, mais au global, on gagne en précision en vraiment mettant un taux d'actualisation complètement différent pour les entités opérationnelles. Et pour la troisième question, du coup, la holding supporte 100% des coûts de gestion alors qu'elle ne récupère que la partie de la valorisation au niveau de la SPV. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que la holding supporte 100% des coûts de gestion alors qu'elle ne récupère que
il imageait 30 à 100%, enfin une portion finalement, de la valorisation au niveau de la société de la SPV. La question, c'est pas est-ce qu'elle supporte, en pratique, dans votre méthode, elle supporte 100% des coûts, puisque vous retenez tous les coûts opérationnels de la société holding, et alors que vous allez valoriser que 30% du gain au niveau de la SPV. Ça vient dégrader la valeur du groupe, en quelque sorte. Pas le taux de détention. Et valoriser les intérêts des minoritaires. Oui. Ou des co-actionnaires. C'est un bon point. Donc toi, ton point, c'est de dire je paye à la société du dessus un frais de gestion, donc elle supporte le coût à 100%. Et donc après, le point d'après, c'est quoi? C'est que du coup, elle remonte par contre en cash là-haut uniquement un flux qui est retraité du taux de détention, c'est ça? Donc le coût, c'est il plutôt dire, en fait, est là, à grosso modo, votre 100% méthode, et votre méthode, elle Pardon. permet d'augmenter artificiellement la valeur de la SPV, ok, soit, mais le groupe ici ne bénéficie que de 30 à 100% de la valeur de la SPV, alors qu'au niveau de la holding, il est bien impacté à 100% sur les coûts négatifs que vous avez impactés. Ouais, parce que ça fait un revenu à 100% et ouais, ok, je comprends. Et donc c'est toute la question de Juste savoir, un- est-ce que c'est une dépense fictive pour faire du cash trap justement, ou est-ce que c'est une dépense essentielle à la SPV, et dans ce cas-là, il faut que la valeur de la SPV elle soit représentative d'une prestation qui serait réalisée par un acteur tiers si le groupe n'était pas en mesure de fournir ses services. C'est la même chose avec l'ONM, le dev et la gestion. Écoute, c'est un bon point. Ce que je te propose, c'est de donner une réponse cohérente. Et je crois qu'avec Annie, on avait prévu de faire un petit best-of des questions pour répondre et vraiment te donner une réponse avec ce qui est fait dans le secteur. Et du coup, on mettra en place Un Q&A. un Q&A et on répondra à cette question en particulier. Peut-être de manière plus détaillée, oui. Ouais. Mais c'est un bon point que je note. Oui, merci. Du coup, ce que je vous propose, enfin, je vois l'heure qui passe, c'est s'il y a des questions également, elles recevront une réponse, comme on le disait, par Dinan et Anne-Lise très prochainement par mail. Je vous propose de nous arrêter là. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Un grand merci encore à Anne-Lise et Dinan de H3P pour cette intervention et les échanges qui ont suivi avec vous tous. On espère que ce webinaire vous a été utile et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux événements Infravenir. Puis, bonne journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci et puis bonne journée. Bonne journée. Merci Annelise, merci Au revoir. Dino, merci Merci. Benjamin, bonne journée à tous. Merci. Merci, Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt!